Nouveau point de l'actualité sur Eden TV. Merci de votre fidélité. Au sommaire, les activités culturelles seront bientôt relancées au Bénin. Le projet dans ce cadre a été présenté hier mercredi par le ministre du Tourisme, Oswald Omeki. On en parle dans ce journal. Grand homme du cinéma africain, Idrissa Ouedraogo est décédé le 18 février dernier. Vous suivrez dans cette édition son portrait. Et puis au Tchad, les nouvelles mesures d'austérité mises en place par le gouvernement en début d'année a déjà des répercussions dans les familles. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 21 février 2018 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et de nombreuses nominations ont été prononcées, notamment au ministère de la Justice. Suivant un extrait du compte rendu du garde des Sceaux, Joseph Djogwin. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance. Au titre des mesures normatives. Premièrement, décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale ad hoc chargée d'élaborer les décrets et arrêtés d'application de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. La nouvelle loi sur la fonction publique a prévu, en son article 395, la prise de tests d'application pour fixer les modalités de mise en œuvre de certaines de ces dispositions. Il s'agit précisément de 47 décrets et de 8 arrêtés. La rédaction de ces tests nécessite la mise en place d'une commission qui procédera, avec l'expertise et la célérité requises, à l'accomplissement de cette tâche en vue de la parution rapide de ces actes réglementaires. La commission ainsi créée comprend des représentants de l'administration centrale, des départements, des collectivités territoriales, ainsi que des universitaires, des partenaires sociaux et des personnes ressources. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, a rendu compte au Conseil de la décision prise par le Président de la République, par décret présidentiel et en vertu des prérogatives que lui confère l'article 60 de la Constitution, de commuer les peines de mort prononcées par les juridictions nationales en peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il en résulte qu'aucune personne condamnée à mort ne se trouve dans les prisons du Bénin. Cette décision est la conséquence de la position de notre pays en faveur de l'abolition de la peine de mort et de la ratification par l'État du protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour constitutionnelle avait déjà, dans sa décision du 4 août 2012, jugé qu'aucune disposition légale ne doit plus faire état de la peine de mort, et dans celle du 21 janvier 2016, que l'entrée en vigueur de ce deuxième protocole facultatif rend inopérante toutes les dispositions légales prévoyant comme sanction la peine de mort. C'est donc pour toutes ces raisons et pour tenir les engagements du Bénin au plan international que le président de la République a pris cette décision majeure au plan de la promotion et de la protection des droits humains. Dans le respect des procédures établies, le Conseil supérieur de la magistrature en a été saisi et a donné son avis favorable le 15 février 2018. Le président de la République a, le même jour, pris le décret qui consacre cette mesure, permettant ainsi à notre pays de se hisser
au rang des nations modernes qui prônent le respect de la vie humaine. Les acteurs culturels béninois ont eu droit ce mercredi 21 février à la cérémonie de présentation de projets de stratégie de relance des activités culturelles après 2 ans d'accalmie. Ce projet a été présenté par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. C'était en présence de plusieurs acteurs culturels à l'hôtel Golden Tulip à Cotonou. Le compte rendu est signé Carnot François Rungwede-Rinto, Fiacre Voiton. La salle Madiba de l'hôtel Golden Tulip, le diplomate de Cotonou, a servi de cadre ce mercredi 21 février 2018 à la cérémonie de présentation de la stratégie de relance du secteur des arts et de la culture. Sur l'invitation du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, les acteurs culturels ont répondu présents. Artistes, musiciens, chanteurs, platiciens, comédiens, promoteurs de bars, de sonorisation, photographes, hommes des médias, tous ont eu droit à une présentation riche en explications du ministre. Mais pourquoi alors présenter un projet de relance des activités culturelles? Oswald Omeki, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, s'explique. Alors, c'est à juste titre que nous avons parlé de relance du secteur des arts et de la culture. Parce que, comme vous le savez, malgré tout ce qui a été fait, malgré votre énergie, votre engagement et l'engagement et la volonté du gouvernement, le secteur est encore en deçà de son potentiel. Et donc, cet après-midi, pendant quelques minutes, mesdames et messieurs, je vais partager avec vous le fruit de nos réflexions. Réflexion du chef de l'État, réflexion de l'ensemble de son gouvernement, réflexion des uns et des autres, puisque j'ai discrètement consulté certains d'entre vous, et surtout réflexion tirée, une fois encore, des leçons que nous avons pu tirer de la petite expérience que nous avons eue pendant quelques mois. Et donc ce soir, ce sera un petit voyage dans notre univers, et ce voyage va toucher un peu à chacun de vos secteurs. Je n'aurai pas la prétention d'aller dans les détails sur chaque secteur, mais après cette présentation, nous aurons, vous et moi encore, secteur par secteur, l'occasion d'aller dans les détails. Après environ 1 heure de présentation du projet de relance des activités culturelles, un projet qui touche tous les secteurs des arts et de la culture, le ministre a apporté quelques clarifications aux inquiétudes des acteurs culturels. Claude Balogun, réalisateur et directeur général de Gangan Productions, souhaite qu'après cette cérémonie, que les actions concrètes puissent démarrer. Dans la réalisation, ce que nous souhaitons tout simplement, c'est que tout ce qui est annoncé se mette en route très vite. Parce que mettre en place une agence, c'est de lancer peut-être des appels, c'est de recruter des gens, c'est de mettre les fonds à disposition, c'est de mettre l'ingénierie à disposition, c'est de recruter des gens corrects pour lancer les choses. Combien de temps encore? On ne sait pas. Mais on sait que lorsque ça va démarrer, nous irons avec pour voir quelle partie nous pouvons tirer, nous, en tant qu'acteurs culturels, là-dedans. Donc notre vœu, c'est que le Fonds des arts aussi démarre très vite. Que le processus de désignation, de sélection des projets soit mis à la disposition de tout le monde pour qu'on puisse être éligible à cela, qu'il n'y ait pas de discrimination. Notre vœu aussi, c'est que le fonds qui devrait s'occuper du soin, de la santé des acteurs culturels puisse démarrer très vite également. Notre souhait également, c'est que la promotion des arts et de la culture au Bénin et sur le plan international puisse être des trucs de la réalité tout de suite. Et maintenant, nous avons trop attendu et nous ne pouvons plus encore attendre trop longtemps avant que cela ne se mette en place. La feuille de route du gouvernement relançant les activités culturelles au Bénin vient d'être ainsi présentée aux acteurs culturels. Il leur reste à s'organiser pour la mise en exécution de cette dernière, à commencer par l'organisation du prochain Festival international du théâtre du Bénin, FITEB, a annoncé le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. À la fin de la cérémonie, certains acteurs nous ont livré leur impression. On les écoute. Assister à une très belle présentation du ministre, franchement. Un grand et un beau projet. Et mon souhait serait que ça puisse se faire, que ça puisse se réaliser, quoi, sincèrement. Et pour ma part, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait ensemble, avec les artistes, revoir avec lui. Parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tous les points, mais franchement, il nous a fait une très belle présentation ce soir. Et nous, on est prêts, en tant qu'artistes, on est prêts à l'accompagner dans sa démarche, on sera derrière et on va se battre pour que ça se fasse.
Moi, je pense que c'est déjà bien que le gouvernement ait pensé prévoir une feuille de route pour les activités culturelles dans notre pays. C'est un peu plus professionnel de penser à faire des activités et de ne pas naviguer à vue. Avoir un agenda, ça permet vraiment de poser des marques, de poser des jalons et surtout de faire des évaluations à mi-parcours. Ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est qu'on passe de l'abstrait au concret, qu'on quitte vraiment l'étape des projets sur papier, des prévisions sur papier, qu'on vraiment réalise les activités prévues, ne serait-ce qu'à un pourcentage assez considérable de tout ce qui a été prévu. C'est déjà bien que ça a été pensé. Maintenant, il faut que ça se réalise. On a eu une séance riche en explications. Pas besoin de poser des questions ou de demander la contribution de quelque artiste que ce soit, puisque le document a déjà été taillé sur mesure. Vivement que cela puisse se réaliser. Déjà, c'est une première. Et comme vous avez constaté, tout le monde voulait voir ce que le gouvernement a prévu pour la culture, pour tout ce qui est tourisme, pour tout ce qui est... Mais là, on a été servi en fait. On a eu droit à un bon plat. Un plat qui a l'air appétissant, mais reste à savoir si on va nous servir ce plat. Donc on reste optimiste. Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut saluer ça. Un plan, c'est ce qu'il nous fallait parce qu'on allait à l'aveuglette. Tout le monde avait des propositions. Tout le monde jugeait que sa proposition était la bonne, mais rien de concret n'était fait sur le terrain. Au contraire, il y avait tellement de frustration. Et qu'est-ce qu'on remarquait? Notre culture n'avançait pas. Le Bénin n'avait pas d'identité culturelle. Le Bénin n'a pas un festival digne du nom qui résonne sur le plan international. Le Bénin n'a rien à vendre. Or, on a tout en même temps. Celui qui n'a pas de culture, en fait, n'a rien. C'est comme si, en réalité, on n'avait rien. On était vraiment pauvres sur le plan culturel. Là, on a des projets, on a des réformes qui s'annoncent. Et le ministre, quand même, nous a dit de le challenger. Donc, on le prend au mot. Il dit, si toutefois, tout ce qui a été prévu, tout ce qui nous a été exposé, avec un plan d'organisation, une rigueur, parce que dans ce plan, tout le monde se retrouve. Peu importe votre niveau d'intervention culturelle, vous vous retrouvez dedans. Et il dit, si, entre-temps, tout n'est pas respecté ou bien n'est pas entamé, il déposera sa veste. Donc, on le prend au mot. Les impressions sont très bonnes. Théoriquement, c'est au point. Et l'exposé du ministre n'était pas des moindres. Moi, je suis ravi. Alors, c'est la pratique qui me fait peur, parce qu'il y a tellement de projets, tellement de choses à faire. Je me demande avec combien de temps il pourra réaliser tout ça. Donc, c'est mon inquiétude aujourd'hui. Sinon, théoriquement, c'est très bien. Et c'est un jeune qui est aussi ambitieux. Moi, je crois en lui et je sais qu'il peut faire beaucoup. Mais le programme est tellement chargé que j'ai peur pour le temps qui reste. On parle toujours culture. Le monde rend hommage au maestro du cinéma africain, Idrissa Ouédraogo, décédé le 18 février à Ouagadougou. L'auteur de plusieurs films, Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 1990, mort à 64 ans, Ouédraogo a énormément contribué au rayonnement du cinéma africain. C'est du moins ce que nous apprennent Fréjus Serroin et Damien Pedro. À l'appel de la mort, Idrissa Ouédraogo a répondu, ce 18 février 2018. Si chaque vie était un film, ce grand cinéaste venait ainsi de baisser le rideau sur le sien. La salve d'hommage qui s'en est suivie, d'Afrique aux Amériques passant par l'Europe, n'est en réalité que la reconnaissance des mérites d'un cinéaste qui a fait rayonner l'Afrique dans le landerneau de l'image et du son. Jemima Katraye, réalisatrice, journaliste et directrice de la télévision nationale, parle de la spécificité de l'art de l'homme. En fait, Idrissa Ouédraogo a pris dès le départ l'option de faire de longs métrages en utilisant les décors naturels africains, en tournant dans des villages, dans des paysages qui reflètent vraiment la vie en Afrique, pour pouvoir positionner l'Afrique dans le cinéma. Donc c'est un grand homme et le monde entier a été témoin de ce que ses œuvres ont apporté au cinéma en général. L'impact du talent de l'artiste n'est donc pas à circonscrire dans le cinéma africain. Il était simplement un monument du cinéma. Samson Adjaro, acteur, réalisateur, le croit aussi.
Et lorsque vous regardez ces œuvres, justement, vous sentez une démarche non seulement technique assez intéressante, mais surtout artistique, parce que c'était un monsieur empreint d'une sensibilité exceptionnelle. Entre les années 80 et 2000, c'est quelqu'un dont le palmarès s'est retrouvé très prenant dans les box-office à l'international, avec une vue imprenable sur les plus grands festivals du monde. Et c'est avec Tilai, un long métrage de 81 minutes réalisé en 1990, qu'il confirme sa sagacité, sa créativité et son originalité dans l'univers du cinéma. Une histoire d'amour complexe, interrogée par la tradition et les sentiments. Cornelia Glélé, journaliste critique de cinéma, rappelle ici les récompenses de Tilai. Il a eu les talents d'or de Yenega, c'est le plus grand prix du FESPACO. Quand vous l'avez, vous êtes vraiment au sommet. Il a eu des prix au festival de Milan, à Venise également et dans d'autres festivals du monde. Il a eu 2 prix au festival de Cannes. Il a même été président du jury dans plusieurs festivals dans le monde. Il a fait de très grands films et aujourd'hui quand on cite des cinéastes africains partout dans le monde, on cite Idrissa Ouedraogo dedans. Si Tilai a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes en 1990, déjà en 1988, son film Yaba y décrochait déjà le prix de la critique. Mais pour Samson Adjaho, malgré ce palmarès, Idrissa Ouedraogo, plusieurs fois récompensé au FESPACO, meurt en laissant un vide. Quand on parle de Bergman, on parle de la temporalité. Quand on parle de Hitchcock, on parle du regard haptique, du gros plan. On ne sait pas de quoi on parle quand on parle de Ouedraogo. Quant à Jimmy Makatraye, Idrissa Ouedraogo, auteur d'une 40aine de films, s'est éteint en laissant un important héritage à la postérité. C'est l'homme qui s'est fait à la fois de petits cours pour la télévision et de longs métrages pour le cinéma, qui également a eu à mettre en scène du théâtre. C'est un artiste complet dans le domaine de la dramaturgie. Il a su posséder d'autres personnes. Il ne laissera pas un vide dans la profession. Producteur et réalisateur de la série à succès Kadi Jolie, Idrissa Ouedraogo était aussi chevalier de l'Ordre national du Burkina Faso, son pays, et chevalier des arts et lettres français. Quelques acteurs du monde culturel béninois se souviennent encore des œuvres du Burkinabé Idrissa Ouedraogo. Que gardent-ils les cinéastes béninois du Burkinabé Idrissa Ouedraogo? Ils répondent au micro de Fréjus Serwan et de Damien Pedro. C'est comme s'il savait qu'il partait. Il s'est pratiquement réconcilié avec tous ceux avec qui il avait des petits problèmes. Ça ne manque jamais, vous savez, surtout dans le milieu des artistes. Je l'ai vu faire au dernier FESPACO. C'était un être humain complet, avec plein de qualités et plein de défauts. Je ne vous dis pas que c'est Idrissa Ouedraogo que vous avez devant vous, vous ne croirez jamais que c'est lui. C'est un homme simple, ordinaire, bourré de talent, qui ne s'exprimait que par son talent et qui pouvait passer d'une forte colère à un grand fou rire. Nous avions des projets et il avait beaucoup de projets pour le Bénin, inimaginables. La semaine dernière, il a parlé avec mon DG. Il avait des projets avec l'ORTB. Il y a des projets de films qu'il voulait faire dans la sous-région et portés par toutes les télévisions de la sous-région. Parce qu'il n'arrête pas de crier. Moi, il me promettait tous les jours qu'il allait venir à Cotonou. Il a des amis parmi les autorités politiques et tout ça ici au Bénin aussi. Donc, comme c'est quelqu'un qui veut parler de l'Afrique dans son cinéma, ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans son Ouaga natal. Moi en plus j'ai eu l'occasion de suivre ses masterclass, que ce soit au Burkina, que ce soit au Maroc, et j'ai vu quelqu'un qui avait un potentiel énorme. Il me recevait dans son bureau quand je suis à Ouaga et il me donnait des conseils de vie de façon très directe. Il avait un style très dur, très direct, avec des mots très forts. Voilà, il te dit vraiment, il te parle comme un enfant qui n'a pas de parents, qui n'a pas de chance. Il te dit, mais écoute, t'es un Africain. Là, il avait cette façon d'aller vraiment droit au but et de te réveiller en disant, il faut que tu prennes au sérieux le métier que tu as emboîté. Il estimait qu'il faut être très discipliné si on veut réussir dans ce métier. Il était très simple
et très accessible. C'était un artiste qui avait une démarche très organique. Il allait en contact des gens, il blaguait beaucoup, il prenait du temps à parler avec les gens, il bavardait énormément. Le cinéma, après tout, c'est la métaphore de la vie. Donc lui, il savait si bien le transmettre. Idrissa Ouédraogo, au-delà du réalisateur qu'il était, c'était une oreille. Quand vous êtes jeune réalisateur et que vous allez vers lui et vous lui soumettez votre idée, il ne va pas vous la voler, il va plutôt vous donner des conseils, etc. Il est toujours prêt à aider les jeunes cinéastes. Je ne dirais pas que je l'ai écouté, on s'est eu au téléphone parce qu'on devait faire une interview au FESPACO dernier avec Rasmane Ouédraogo qui a joué dans son film Tilay. Et les programmes et danses qui sont au FESPACO, je n'ai pas pu le voir. Je lui ai dit, allô tonton, je suis une petite blogueuse et je voudrais vous prendre en interview. Il m'a dit, il n'y a pas de petite blogueuse. Tu es une grande blogueuse et c'est quand tu veux pour l'interview. Donc, on n'a jamais pu caler nos rendez-vous parce qu'il y avait le Mika, il y avait des colloques, il y avait des films, etc. On a mis ça au FESPACO prochain. Et voilà, le FESPACO n'est pas arrivé et lui, il est parti trop tôt. On ferme la page culture de cette édition. Le marché de Glodjibé fait partie des grands marchés de la commune d'Abomey-Calavi. On y trouve tout produit nécessaire pour les besoins de la vie. Mais force est de constater que ce marché est dans un état d'insalubrité très avancé. Suivant le constat fait par Kano Rungwederanto et Fréjus Fiorsi. Au nombre des marchés les plus fréquentés dans la commune d'Abomey-Calavi figure celui de Glodjibé, mais qui, malheureusement, végète dans une insalubrité totale. Vous accueille en lieu place des hommes et marchandises, des tas d'ordures d'articles de tout genre. Une situation que déplorent les usagers du dit marché et dont les causes sont multiples, en témoigne Dame Evelyne Oussoupevi, vendeuse dans le marché. Mi de de sun akiwa tole o mi de wedo no blo we mi ka mo fi de mi na ran kan so ko do e sa ran kan do ko me sun ko de do gudo fi ye do ko yo u fi ni o. S'il y a des ordures dans le marché comme ça, c'est la faute à nous-mêmes vendeuses. Nous jetons ces ordures là où nous voulons, n'importe comment et n'importe quand. Les ordures que vous voyez là, le CA avait déjà envoyé des gens pour ramasser. Mais le défaut d'endroit pour mettre ces ordures fait que nous sommes obligés de les mettre dans le marché, ce qui n'est pas bon. Je demande alors aux autorités de nous trouver un endroit adéquat pour le dépôt des ordures. Pour le CA intérimaire de Glodjibé, Théophile Rumbedji, cette situation relève d'une importance capitale pour le conseil communal d'Abomey-Calavi et bientôt des solutions idoines seront trouvées. L'insalubrité au niveau du marché de Glodjibé nous tient à cœur. Sinon, le conseil communal avec le maire Pada Georges, nous sommes en train de déployer des efforts et l'État central a voulu aussi nous accompagner. Donc déjà, ils ont fait la réception des camions qui vont transporter les déchets solides du marché pour d'autres dépositoires. Donc le maire est déjà à pied d'œuvre pour que ces camions viennent dans le marché pour le ramassage des ordures. Théophile Rumbedji a profité pour rappeler que des séances de sensibilisation à l'endroit des vendeuses vont se multiplier une fois les bacs à ordures seront installés dans le marché. En ce qui concerne les bonnes dames, nous allons continuer la sensibilisation parce que vous savez, les dames, vraiment, elles sont difficiles et difficiles pour comprendre les choses. Donc nous allons continuer la sensibilisation à leur niveau pour que désormais, ils ne jettent pas des ordures n'importe quoi dans le marché, dès que les bacs à ordures seront prêts. Marché, lieu public où l'on vend les choses nécessaires pour la subsistance et pour les différents besoins de la vie ne devrait pas être un lieu de dépotoir d'ordures. Mais comme l'a dit le CA intérimaire, vivement que les bacs à ordures soient installés afin que chaque partie joue sa partition pour la propreté du dit marché. Hors de nos frontières, à N'Djamena, les nouvelles mesures d'austérité mises en place par le gouvernement en début 2018 touchent de plein fouet les portefeuilles des familles. Il est de plus en plus difficile de s'offrir 3 repas par jour. Reportage. Tous les matins, Diane se rend au marché de N'Djamena pour faire les courses. Mais depuis quelques mois, elle revient avec moins de provisions. La raison,
la baisse de son salaire de sage-femme. En 2 ans, elle a perdu un tiers de ses revenus. On n'arrive pas à manger 3 fois par jour comme avant. On mange seulement une fois. Le matin, on prend le thé simple avec 4 bains. C'est pas comme avant où les enfants prenaient le lait, le chocolaté, le pain, il n'y en a pas. Donc, c'est pas facile de joindre les 2 bouts. À la baisse des salaires s'ajoute l'inflation. Sur le marché, les prix de certains produits ont doublé. Les choses deviennent de plus en plus chères au marché parce que les marchandises arrivées au niveau des douanes, les douanes taxent beaucoup. Les taxes augmentent chaque année. Donc c'est ça qui fait que les choses sont augmentées au marché. Depuis fin janvier, une grogne sociale traverse le pays. Une grève générale paralyse le secteur public, bloquant les hôpitaux et les écoles pour dénoncer la politique d'austérité du gouvernement. Pour le mari de Diane, la grève démontre le malaise du pays. Dans un pays où la justice est paralysée, la santé, le secteur de la santé est paralysé, le secteur de l'éducation est paralysé, mais je crois qu'il n'y a plus de vie dans ce pays-là. Le Tchad, dont 70% des recettes proviennent du pétrole, a vu son économie plonger depuis la chute du prix du baril en 2015. Le salaire des fonctionnaires absorbe 80% du budget de l'État. Pour continuer à les payer, le gouvernement a emprunté près de 2 milliards d'euros auprès des banques. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.